Bonjour. Le texte que je vais lire, En sa tour Annabelle, a reçu le Grand Prix de la ville de Castres en 1989, ce qui ne nous rajeunit pas, et est repris dans le recueil de nouvelles Le Monde tout droit réservé, dont voici la dernière édition. Voici donc En sa tour Annabelle. Ma sœur est folle. Mes parents l'ont toujours gardée à la maison plutôt que de l'abandonner dans un centre spécialisé où elle aurait dépéri à l'abri des regards. J'ai grandi avec elle, enveloppé de sa présence, qui n'en est pas vraiment une, transporté par ses propos incohérents dans un univers mystérieux qui m'était devenu aussi indispensable que le monde tangible. Ma sœur est folle d'une folie peu ordinaire. Jargonaphasie extrême, doublée d'anosognosie, disaient les spécialistes. Ce qui signifiait qu'elle racontait n'importe quoi sans s'en rendre compte. Hormis ces troubles du langage, elle se comportait d'une manière tout à fait normale, quoique languide, comme une jeune fille romantique que les pensées, pour son amoureux absent, distraient de son entourage. Elle avait une façon particulière et charmante de vous regarder avec ses grands yeux rêveurs et de dire, d'une voix douce, posée, « L'automne n'assure pas la suprématie des gardiens ». Ou bien « La permanence des songes appartient à la faculté de l'inutile ». Des phrases qui ne voulaient rien dire et auxquelles personne ne savait quoi répondre. Mes parents, ou les amis de passage, se contentaient d'un oui ou d'un bien sûr laconique, distrait. Ils respectaient la communication sur la forme, mais ne lui assuraient aucun prolongement. Ils s'empressaient de la faire taire par de polis acquiescements pour reprendre, en toute quiétude, leur conversation sans intérêt, et souvent finissaient par ne plus accorder d'attention à ces interruptions. Cela n'avait aucune importance pour ma sœur. Elle se contentait de sourire quand les gens se taisaient, interdits, comme si elle méditait en même temps qu'eux la profondeur de ses paroles. Ces interventions, bien sûr, n'avaient pas toujours une portée poétique. Elles pouvaient être franchement amusantes, résolument scabreuses ou plus platement incongrues. Il n'y a pas plus de rats sur les toits que de frivolité dans le potage, laisse perplexe. Mais je crois que ce soir, je ne sifflerai pas les passants dans le crépuscule, peu prêter à rire. C'est peut-être pour ça que mes parents l'ont gardé si longtemps. Parce que ses réflexions pimentaient la vie quotidienne de drôleries, même si, le plus souvent, il se montrait ennuyé d'avoir une fille qui n'avait pas toute sa tête. Pour ma part, le discours de ma sœur m'avait toujours fasciné. Plus jeune, je n'étais amusé que par ses phrases les plus triviales ou les plus dénuées de sens, qui me faisaient hurler de rire au point de me rouler par terre. Ma sœur ne m'en voulait pas de me moquer ainsi d'elle. Elle semblait au contraire amusée, ravie de trouver un interlocuteur qui accordait quelque crédit à ses incohérences. Je passais des heures en sa compagnie, à converser absurdement, m'efforçant de trouver des mots plus fous que les siens. Quand elle me disait « la matière joue à la marelle », je lançais avec excitation « lune de vache qui butine ». Perspective de sable engourdi, me répondait-elle, et je m'enorgueillissais d'un follicule pisseux d'anachorète transi. Nous échangions ainsi des épithètes insensées. Mais mon imagination tarissant en venait vite à puiser dans un vocabulaire grossier, tandis que ma sœur continuait à soliloquer des merveilles qui me faisaient rêver. Car elle soliloquait, ne prêtant jamais attention à ce qu'on lui disait, répondant n'importe quoi quand on la pressait de descendre de sa chambre et de passer à table. Durant les repas, je ruminais les phrases qu'elle avait prononcées.
Elles me paraissaient toutes plus superbes les unes que les autres. Mes parents utilisaient un langage conventionnel, sans grâce, à usage strictement pratique, alors que ma sœur traitait les mots comme des papillons bariolés qui illuminaient sa conversation de couleurs resplendissantes. Elle les époussetait de la poussière de sens qui les empesait pour les restituer dans toute leur brillance. Il retrouvait avec elle la fraîcheur de leur innocence. J'en vins très vite à chercher un sens caché à ces paroles. Je croyais déceler en elle un langage codé qui était sa manière d'exister au monde, d'appréhender le réel en métamorphosant le quotidien par une démarche surréaliste. Mais mes tentatives d'interprétation butaient régulièrement sur les écueils de la logique. Si je me persuadais que les variations des nuages aplatissent les demeures indiscrètes signifiait qu'elle était triste dans cette maison où des médecins passaient fréquemment la tourmenter avec des tests, je ne pouvais utiliser la même grille de traduction pour « j'ai trouvé un florilège dans la cour des automates » qu'elle murmurait avant de partir d'un grand éclat de rire qui ravissait mes oreilles. L'observation de ces faits et gestes m'infligeait de fréquents démentis. Si le hasard des heureuses coïncidences me permit de me tromper un temps, force me fut de reconnaître, à la longue, les élucubrations de mes déductions. Ma sœur n'était qu'une paisible folle, qui jamais ne disait rien de sensé, mais dont le langage avait l'admirable saveur des poètes les plus inspirés. Je crois bien que j'en étais venu à l'aimer autrement que d'un amour fraternel. Ma sœur avait pour elle une calme beauté, un équilibre dans les traits du visage que je ne me lassais pas d'admirer. La finesse de sa peau confinait à la fragilité, et dans la splendeur de son regard, toujours voilé par des paupières pudiquement baissées, brillait la richesse de son âme inaccessible. Elle ne prononçait jamais un mot plus haut que l'autre. Elle semblait toujours d'une humeur également gaie, même si planait parfois une ombre de tristesse dans ses attitudes, une langueur qui ne se signalait jamais plus que par un soupir, avant de s'effacer, gommée par un caractère résolument tourné vers la sérénité. Sans aucun doute, les soupirants se seraient pressés à notre porte si ma sœur n'avait été frappée de cette exquise folie. J'imaginais très bien un prétendant s'agenouiller à ses pieds, dans sa chambre de jeune fille décorée de voiles blancs, un bouquet de roses à la main. J'arrangeais moi-même des fleurs champêtres devant sa psyché pour lui être agréable, et elle me récompensait par une de ces admirables phrases dont elle avait le secret. Mes parents voyaient d'un mauvais œil mon attachement à ma sœur. Non qu'ils soupçonnassent l'affection exagérée que je lui portais, mais parce qu'ils craignaient de me voir sombrer dans le même état. Ils fronçaient les sourcils, inquiets, dès que mes pensées à l'imitation évoquaient les feux d'artifice de son langage. Ils ne comprenaient pas que sa maladie relevait d'une grâce magique et permanente qui la baignait dans l'étourdissant torrent d'une langue sans cesse réinventée, d'une poésie permanente, exprimée sans peine ni contrainte. Il ne comprenait pas qu'elle était le verbe dans toute son essence, le mot dans sa volage liberté. Ma sœur était l'expression même. Ma sœur était la littérature. Ma sœur était la littérature, et je souffris que mes parents voulussent m'interdire de me ressourcer auprès de sa voix si douce, de chevaucher le rêve qui galopait sur ses lèvres. Malgré les menaces, je la retrouvais dans sa chambre, la nuit ou en leur absence, pour l'écouter encore et toujours,
griffonnant parfois ses plus troublants aphorismes que je recopiais studieusement ensuite sur un cahier d'écolier. Je bravais les interdits qui m'écartaient de ma sœur avec le sentiment de transgresser les plus grands tabous. J'endossais pour quelques heures le somptueux costume de la folie dans lequel mes parents ne voyaient que guenilles agrémentées d'oripeaux. Je vécus ainsi, en cachette, une radieuse adolescence. Mais mes parents finirent par se lasser. Peut-être se fatiguèrent-ils des visites incessantes qu'un début de réputation pour la curieuse folie de ma sœur déclencha, philologue et psycholinguiste bousculant journalistes et poètes taris dans le hall de notre demeure. Ils confièrent la garde de ma sœur à un établissement pour handicapés mentaux, estimant perfidement qu'elle y connaîtrait la paix qu'ils recherchaient pour eux-mêmes. À partir de ce jour, ma sœur ne parla plus. Le mur de solitude qu'on avait dressé pour elle était le barrage qui avait tari son flot de paroles. Elle dépérissait dans sa chambre étroite, pareil à un oiseau qui s'éteint derrière les barreaux de sa cage. Je pleurais longtemps devant ses lèvres désormais muettes, désespérément closes sur des trésors de langage à tout jamais enfouis. Elle répondait à ma souffrance par un sourire peiné qui semblait s'excuser de son impuissance à ne plus pouvoir parler. Mes parents finirent par l'oublier, se contentant de prendre de ses nouvelles auprès de moi, qui lui rendais quotidiennement visite. Moi, inconsolable depuis. Depuis ce jour, j'écris. Quand mes activités d'homme mûr m'en laissent le loisir, inlassablement, j'écris. Je noircis des pages d'une écriture serrée, pour lui en faire la lecture le lendemain, triomphant d'allégresse quand une phrase comme « Les lendemains n'existent que pour les mots qui ont la forme » allume un éclat dans ses prunelles, quand une pénombre guillerette sabote un parfum opalescent, arrache un sourire à ses lèvres. J'écris pour ma sœur. Le souvenir de son babil inspire ma prose. J'écris pour elle. Je veux qu'elle soit toujours ma muse.